Le cancer du sein peut affecter l'image corporelle. Des effets invisibles peuvent s'ajouter aux effets visibles dus à la maladie et ses traitements et ainsi affecter l'image que certains ont de leur corps. Il est crucial d'en parler à son équipe médicale afin de bénéficier du meilleur accompagnement. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Morfin. Elle est infirmière en cancérologie et nous partage son expérience. Bonjour Mélanie Morfin. Bonjour Céline. Comment le cancer et ses traitements peuvent-ils impacter l'image corporelle ? Alors déjà, pour comprendre comment les traitements peuvent impacter l'image corporelle, je trouve qu'il est important de comprendre c'est quoi l'image corporelle. Donc l'image corporelle, c'est la perception qu'a une personne de son propre corps, c'est le sentiment qu'elle va avoir de son corps, de ce qu'elle ressent quand elle y pense, c'est l'image qu'elle renvoie aux autres. Je trouve que dans cette définition, on comprend bien qu'il y a deux versants en fait. Il y a le versant vraiment du corps en lui-même, physique, et un versant psychique, l'image. Et c'est très important de comprendre ces deux versants-là. Et donc du coup, comment les traitements l'affectent dans un cancer du sein, le parcours global, ça va être des traitements chimiques, la chimiothérapie, plus ou moins l'immunothérapie, plus ou moins l'hormonothérapie également, la chirurgie, la radiothérapie, et plus ou moins la reconstruction mammaire. Donc du coup, tout ce qui est les traitements chimiques vont altérer le physique par la perte des cheveux, des poils, des cils, des sourcils. Il va y avoir également une atteinte sur les muqueuses, donc la peau, la bouche, le nez, les yeux, la muqueuse intime également. Tous ces effets-là vont fragiliser le corps et donc forcément vont avoir un impact sur l'image puisque la personne, lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle va être changée. Également tout ce qui est relatif à la mutilation, donc la chirurgie qui va enlever un morceau plus ou moins important du corps, que ce soit de la tumorectomie ou de l'ablation complète. Donc voilà comment ça peut altérer. Donc il y a en effet des effets visibles qu'on voit par l'altération du corps, comme je viens de l'expliquer, et puis les effets invisibles, puisque la personne se voit changer et ça peut entraîner de l'angoisse, de la dépression, une perte de l'estime de soi, puisque forcément la personne est changée. Donc une personne qui peut être finalement de base très forte, très confiante, peut se trouver du coup plus faible et donc avoir ce sentiment un peu de perte d'estime de soi. Est-ce que les hommes sont touchés de la même manière concernant leur image corporelle ? D'un point de vue physique, oui, puisqu'il va y avoir les traitements pour le cancer du sein, pour un homme ou pour une femme, c'est le même traitement, puisqu'on traite le cancer du sein. Donc il y aura les mêmes effets de la chimiothérapie. Donc en effet, il y a le même changement physique, donc du coup la même perturbation de la personne qui va se regarder. Après, ce qui peut changer, c'est au niveau de la chirurgie, par exemple. La femme à qui on va enlever un sein, on lui retire une partie de sa féminité. L'homme, on lui retire pas une partie de sa féminité, mais en revanche, on peut toucher à sa virilité, parce qu'en effet, il a un cancer du sein, donc c'est un cancer plus féminin. Je trouve que les hommes, en fait, on n'autorise pas assez les hommes à être finalement plus faibles. C'est-à-dire qu'un homme dans cette société, dans notre société, c'est un homme fort, qui a pas le droit de pleurer, d'être touché. Moi, je trouve que c'est important justement de dire que oui, les hommes ont le droit, donc dans cette question, est-ce qu'ils sont touchés de la même manière ? Pas vraiment, mais ils ont le droit de l'être en fait. Je trouve que c'est très important. Comment on peut accompagner les personnes, hommes ou femmes, qui souffrent de leur image corporelle ? Je trouve que d'expliquer que c'est normal, déjà, c'est très important et ça libère la parole. Après, il y a plein de façons d'accompagner les patients. Donc, par des techniques qui est de prendre soin de soi, comme la socio-esthétique, à travers des massages. Finalement, il y a des personnes qui ont pour habitude, en général, d'aller se faire masser, de prendre soin de soi, et qui, pendant la maladie, comme ils se sentent plus faibles, moins beaux, avec un corps plus mutilé, vont pas oser aller prendre soin de soi à l'extérieur. Donc c'est d'où l'importance de la socio-esthétique, puisque on a l'impression que c'est un professionnel de santé et donc on est moins gêné d'aller les voir, et les socio-esthéticiennes le disent, elles sont déjà très sollicitées, et puis les patientes et les patients, les patients en général, sont très contents et retrouvent du bien-être dans toute cette prise en charge de bien-être, de massage, de toucher, de prendre soin de sa peau, de son corps. Ça redonne confiance en soi, puisque la confiance aussi et l'image corporelle, elle est aussi dans le regard des autres. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite anecdote. J'ai souvent vu à l'hôpital des patientes avec une prothèse capillaire
arriver avec leur prothèse capillaire et qui, lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, retirent leur manteau, mais retirent aussi leur prothèse. Comme si elles étaient à la maison et comme le contexte de l'hôpital, il y a moins ce regard puisqu'on a l'habitude, elles retirent tout ça, donc je trouve ça assez fort. Donc voilà, la socio-esthétique, la socio-coiffure, du coup, ça c'est plutôt pour le côté donc du corps. Et après, prendre soin de soi, prendre soin de son psychisme et de son soi intérieur. Donc ça peut être par du yoga, de la méditation, des thérapies avec un psychologue. C'est chaque personne doit sentir ce qui lui fait du bien. Il y en a qui vont pas du tout faire attention à ce qu'elle renvoie et se contenter d'avoir des vêtements très agréables, très souples, très confortables. Et puis il y en a d'autres qui vont préférer essayer de ressembler à ce qui elles étaient avant. Il faut essayer de trouver ce qui fait du bien à chacun et accompagner ces personnes-là dans cette voie-là. Et du coup, au sein de l'hôpital, qui va pouvoir m'orienter ? Les professionnels de santé, que ce soit les infirmières, l'oncologue également, franchement, même les aides-soignants, les secrétaires. Les secrétaires en général connaissent tous les professionnels qui sont dans l'établissement, donc faut surtout pas que les patients hésitent à solliciter n'importe quel professionnel de l'hôpital qui de toute façon, s'ils ne savent pas, redirigeront vers quelqu'un qui saura pas. Mélanie Morfin, vous êtes infirmière en oncologie depuis plus de 10 ans. Vous avez également créé une association. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, j'ai créé l'association donc I Feel You, qui a pour objectif d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des patients qui débutent une thérapie contre le cancer. Donc en fait, c'est à travers la distribution d'un trousseau d'accueil. Les patients qui débutent une thérapie, on leur délivre, donc j'ai 5 hôpitaux partenaires dans la région Rhône-Alpes, on leur délivre donc un trousseau d'accueil avec à l'intérieur des éléments non seulement réconfortants, mais aussi qui les aideront à lutter contre les effets secondaires des traitements. Il y a à l'intérieur des dermocosmétiques pour sensibiliser les personnes à prendre soin de leur corps, et il y a également un accès à une application de méditation pour prendre soin de son psychisme. Donc voilà, c'est important d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. Et du coup, ça signifie qu'être bien dans son corps et dans sa tête, ça permet d'être mieux traité ? Oui, je pense que ça aide à accepter la maladie, à accepter les traitements qui sont vraiment un bouleversement dans la vie quotidienne des patients. Après, c'est pas une solution, mais en tout cas, c'est une aide, ça accompagne. Vous accompagnez des patientes et des patients atteints de cancer et leurs proches. Vous ressentez et vivez avec eux leurs émotions au quotidien. Comment vous faites pour vous protéger ou en tout cas de temps en temps décharger un peu ? Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires de vie complètement différentes, plus dures les unes que les autres. Après, je trouve que moi, ça m'aide vachement dans ma vie de tous les jours parce que ça me permet de relativiser sur plein de choses, sur les tracas du quotidien. Après, en parler, ne pas hésiter à en parler autour de soi, à ses proches, à ses collègues aussi. En fait, à l'hôpital, on fait aussi beaucoup de groupes de parole où on peut s'exprimer sur des situations qu'on a pu vivre au sein du service. Voilà, c'est un travail de tous les jours avec ses collègues. Après, ne pas hésiter à en parler à sa famille également. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très riche d'écouter ces patients et de se nourrir en fait de leurs expériences et de se rendre compte de la chance qu'on a. Est-ce que vous avez une anecdote avec une patiente ou un patient qui vous a marqué pendant votre parcours en oncologie en tant qu'infirmière ? J'ai eu l'occasion de soigner un transgenre, une personne de sexe masculin qui était une femme du coup et qui avait des prothèses mammaires et qui malheureusement a contracté un cancer du sein et à qui on a dû retirer ses prothèses. Donc c'est là où on se rend vraiment compte de l'impact psychologique de finalement de cette femme qui a voulu être qui elle était et qui on va lui enlever sa féminité. Et comment vous l'avez accompagnée ? C'était pas évident. Déjà, c'est très important de l'appeler madame. Et parfois, d'un point de vue administratif, c'est compliqué. Elle n'avait pas changé son nom d'un point de vue légal, sur sa carte d'identité. Après, pour l'accompagner, c'est comme pour tout le monde, il faut écouter. Finalement, c'était comme accompagner une femme, parce que c'était une femme. C'est aussi important de l'accompagner dans qui elle était, donc c'est une femme. Donc, pour elle aussi, il s'agissait de faire potentiellement une reconstruction derrière, mais bon, c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus dur, et surtout qu'elle avait déjà fait ce parcours-là pour être qui elle était vraiment.
Donc ça passe par, encore une fois, de la socio-esthétique, de l'accompagnement psychologique, se tourner vers des techniques de méditation, de yoga, voilà, pour retrouver une estime de soi. C'est considérer chaque patiente et chaque patient. Considérer chaque patient, complètement. Merci beaucoup Mélanie Morfin. Merci.